Coucou. Bonjour. Bonjour les internets. On se retrouve aujourd'hui avec Corentin, Lewis, Glenn et Johnny pour parler des estimations et pour évoquer un petit peu un sujet qui touche étroitement aux estimations, c'est le sujet du poker planning. Avant de se lancer un petit peu dans la discussion, je vous propose qu'on se présente tous pour dire à tout le monde qui nous sommes. Glenn ? Ok. Oui, alors du coup Glenn, je suis développeur chez SUDEV depuis 2 ans maintenant. J'interviens sur différents projets, ça peut être par exemple du Laravel ou par intermittence du WordPress. Du coup, et plutôt une petite appétence pour le front. Enchanté Glenn. Lewis. Du coup, je m'appelle Lewis, développeur chez YesWeDev depuis bientôt 3 ans. J'interviens principalement du coup sur du Laravel en back. Ok. Voilà. Et moi du coup c'est Corentin, donc comme mes 2 autres compères je suis développeur aussi, donc depuis 2 ans chez YesWeDev. Et depuis quelques temps j'interviens principalement sur du Laravel en back et front aussi, mais plus du back récemment. Merci pour cette petite présentation. De mon côté, je suis Johnny, je suis chef de projet chez YesWeDev depuis presque 1 an et demi et je participe avec mes 3 comparses sur tous les projets. On a l'habitude chez YesWeDev de mêler un petit peu toutes les équipes et toutes les expertises, et donc on a été amenés à tous, je crois, travailler ensemble sur différents projets. On se retrouve donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, pour parler des estimations et du poker planning. Les estimations et le poker planning vont passer par une première phase lorsqu'on va récupérer un projet. On a parlé il y a quelques semaines des différents rituels de préparation autour d'un projet et à l'intérieur d'un projet. Lorsqu'on va démarrer le projet, on va partir sur une phase de découpage. Ce découpage, c'est en fait la déconstruction d'un projet. Le projet nous étant amené par le client qui a des objectifs parfois commerciaux, parfois de communication. Tout ça, il va falloir qu'on le traduise d'un point de vue technique. Et pour le traduire d'un point de vue technique, il va falloir découper ce projet. Et on a plusieurs manières de le découper. L'une de ces manières, c'est de le découper dans ce qu'on appelle des user stories. Corentin, est-ce que tu peux nous expliquer alors déjà en surface ce qu'est une user story ? Alors du coup, comment on découpe tout ça ? Ouais. Alors du coup, rapidement, une user story en fait, faut voir ça un peu comme une fonctionnalité. Une user story en fait a plusieurs points. D'abord, il lui faut un contexte et ensuite une action. Donc, si on prend un exemple tout con, ça va être par exemple en tant qu'administrateur, je peux ajouter un article à mon blog. Du coup, cette user story, c'est quelque chose qui est facile à écrire pour tout le monde en fait. Et en fait, ça décrit la valeur qu'on va apporter à notre application. Du coup, on fait ce découpage là pour se mettre aussi à la place du coup de l'utilisateur en fait. Et du coup, juste en lisant la tâche, on sait exactement ce qu'on doit faire, où on va en fait, et qu'est-ce que ça apporte en fait au projet. Donc je pense avoir après expliqué ce qu'était une user story. Au final, c'est une explication la plus vulgarisée possible d'une fonctionnalité qu'on va implémenter dans un site, c'est ça. Mais vue un peu plus du côté utilisateur. C'est ça, on enlève tout ce qui est technique en fait. On prend uniquement ce qui se passe en fait et on enlève tout ce qui est technique. Et d'ailleurs, du coup, plutôt une fonctionnalité plutôt macro. Ouais. Du coup, une fonctionnalité plutôt générale qui va comprendre derrière plutôt des sous-fonctionnalités, quoi, si on veut. Ok. Ce découpage en user stories, comment est-ce qu'il va se mettre en place au sein d'un projet ? Comment est-ce qu'on va extraire les différentes user stories du projet au global et comment on va catégoriser, on va dire, tout ça pour découper le projet ? Alors du coup, principalement en fait, ça va être par donc quand on reçoit les maquettes, ça va être entre guillemets par page. Mais du coup en fait, on va un peu scruter la maquette, le parcours. Et en fait, à chaque parcours, dès qu'on effectue une action ou qu'il se passe quelque chose, il doit y avoir une user story en fait associée. Donc pour revenir, là je prends l'exemple en question de ajouter un article. Donc là on va passer par plusieurs pages en fait. On passe par plusieurs endroits. Mais du coup, ça décline un parcours utilisateur précis. Okay. Donc c'est ce qui s'appelle en l'occurrence une user story, donc l'histoire d'un utilisateur. Donc notre découpage par user story, si on prend la globalité du projet, ça va être une liste de petites phrases qui vont résumer chacune des actions que chacun des utilisateurs, des administrateurs du site va pouvoir réaliser. C'est ça, c'est plein de petits parcours utilisateurs en fait. Ok.
Glenn expliquait à l'instant que le découpage par user story était un découpage macro du projet ou d'un site web. Ça veut dire qu'il va falloir aller un petit peu plus loin. Lewis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'on part d'une histoire de cette histoire d'un administrateur qui veut créer une page ou un article et le traduire dans un découpage qui va être un peu plus facilement appréhendable par vous, développeurs? Du coup, on va essayer de découper cette user stories en différentes en différentes tâches. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Corentin, pour ajouter du coup un article sur le site, il va falloir dans un premier temps un formulaire avec les différents champs de cet article. Donc il va falloir aussi contextualiser quels sont les champs nécessaires. Il y a besoin du coup d'envoyer ces informations à une URL qui va du coup nécessiter une fonction côté back pour pouvoir ajouter dans la base de données les informations rentrées pour cet article et enfin afficher cet article sur le site. Donc on va découper au maximum en le plus possible de petites étapes pour le développeur pour pouvoir estimer en temps le plus facilement possible ces petites étapes et de pouvoir estimer du coup la totalité de cette fonctionnalité. D'accord. Là, ce que tu viens de nous détailler au final, c'est la traduction pour un développeur de l'histoire que nous a raconté Corentin juste avant. C'est ça. C'est par quelles étapes techniques ça va passer. C'est ça. Ok. Tu as parlé du fait de pouvoir estimer en temps ce découpage technique. Justement, Glenn, peut-être que tu peux nous expliquer quelles estimations on peut faire autour d'un côté du découpage en user stories et de l'autre côté du découpage technique en tâches pour les développeurs. Quelles sont les estimations qui peuvent en découler et en quoi ces estimations diffèrent? Ouais, carrément. Et du coup, on a vu qu'on avait deux types de découpage, mais du coup, on aura deux types d'estimation. Du coup, ce sera deux types d'estimation pour des besoins différents aussi. Alors d'abord, l'estimation, par exemple, pour les tâches techniques dont a parlé Lewis. On va ici plutôt évaluer le temps à passer dessus. Ça va être plutôt une traduction en minutes ou en heures. Une notion à garder aussi en tête, c'est que par exemple, si on a une tâche qui va être estimée à plusieurs heures ou voire des jours, on va savoir qu'il va falloir redécouper cette tâche-là. Parce que ça veut dire qu'elle est trop grande, il y a un trop large potentiel d'erreur en fait dans l'estimation et qu'il y a sûrement plein d'autres petites fonctionnalités à redécouper derrière. Donc toujours des baby steps. Ok. Donc, à la différence du découpage macro que tu as évoqué tout à l'heure concernant les user stories, là on est à l'inverse, on est dans un découpage micro. Carrément. Ok. Du coup, c'est l'ensemble de ces estimations-là va permettre derrière de pouvoir du coup quantifier la quantité de travail en fait vraiment en termes de jours hommes en fait dans le temps qui nous est laissé imparti. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui diffère entre ces estimations micro avec du temps ça, c'est la partie technique. Ouais. Pour la partie user stories, quelles différentes estimations on va mettre dessus puisque c'est macro, c'est plus compliqué à estimer? Pas forcément, mais c'est totalement différent. On va pas évaluer du coup cette notion de temps, mais plutôt une notion de complexité. Du coup, on va traduire pas en minutes ou en heures, mais plutôt en points de complexité. Ok. C'est des points qui sont, par exemple dans la méthode qu'on utilise ici, c'est des points qui sont exponentiels. Ça va permettre de démarquer plus facilement en fait les différents niveaux de complexité qu'il y a dans cette user story. Notion aussi à ne pas prendre en compte, c'est le temps. Parce que vu qu'on le prend déjà dans le découpage technique des tâches, on va essayer de l'oublier. On va vraiment parler de la complexité de la tâche, qu'est-ce que ça va impliquer en termes d'expertise ou de fonctionnalités un peu précises, un peu tricky des fois, quoi. Ok. Donc d'un côté, les user stories avec un découpage en points de complexité, c'est ça, sans valeur de temps, on va dire, apportée à ça. Et de l'autre côté, un découpage en tâches techniques qu'on va pouvoir traduire en temps. C'est ça.
et qui va être du coup beaucoup plus fin que le découpage en user stories. On parle de découpage macro d'un côté, découpage micro de l'autre. Tu disais qu'il y avait plusieurs usages à ces différents découpages. Pour vous tous, quelles sont les différences que vous allez apporter, vous, en tant que développeur? Comment est-ce que vous allez faire différer vos estimations, que ce soit sur une user story ou sur une tâche? Et à quoi est-ce qu'on va vouer ces deux différents types d'estimations? Pas totalement compris la question. Vous allez découper d'un côté en user stories. Comment est-ce que vous allez aborder l'estimation d'une tâche en point de complexité sur des user stories? Et à l'inverse, comment est-ce que vous allez aborder l'estimation en temps d'une tâche technique? Alors du coup, pour donner une note par exemple de complexité sur une user story, donc il y a plusieurs points qui sont à prendre en compte. Et en fait, on va surtout comparer les user stories entre elles. Donc par exemple, si on a une user story qui va, pour reprendre l'exemple en fait de tout à l'heure, si on a une user story qui va être ajouter un article à ma liste d'articles, et une autre user story qui serait par exemple filtrer ces articles par catégorie, date, titre, ce que vous voulez. En fait, on va pouvoir les comparer aussi entre elles. Vu quand on va faire en fait nos estimations, on va un peu naturellement les comparer entre elles. Donc c'est ce qui va aussi nous permettre en fait de définir les différents points. Par exemple, si on a une tâche qui vaut 2 points et qu'une autre nous paraît un peu plus complexe, et ben on va naturellement en fait aller sur des points un peu plus supérieurs, quoi. Mais c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Okay. Donc aussi pour estimer en fait les différents points d'une user story, donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Je vais laisser Lewis en parler du coup. C'est les 5 points en fait qui permettent de définir la complexité d'une carte. En effet. Alors du coup, c'est lors d'un poker planning. Malheureusement, j'ai pas effectué énormément de poker planning, donc j'ai mon petit rappel de ces points, si vous permettez. Donc il y a la difficulté donc de cette tâche ou de cette user story qui comme critère à prendre en compte, l'effort qui sera nécessaire du coup pour réaliser cette user story. Donc rencontré au moment du développement, les incertitudes qu'on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire si cette user story ou que cette tâche est bien définie, très claire, et enfin il y en a encore 2 autres, les incertitudes, non ça j'ai déjà dit, donc c'était enfin, les interdépendances potentielles donc, qu'on a pour réaliser cette user story. Les effets de bord que ça pourrait avoir. C'est ça, les effets de bord ou encore si elle dépend d'une autre user story ou non. Ok, donc ça c'est en gros on va estimer tout ce qui peut avoir un caractère de complexité, qui peut ajouter ou retirer de la complexité en extrayant complètement la donnée temps. C'est globalement l'idée. Oui. Je réagis avant de continuer. On a Chipette74 qui est, je pense, Charline de mémoire. Coucou Charline. On lui fait un coucou un peu spécial parce qu'elle devait venir avec nous parce que c'est notre experte poker planning. Malheureusement, ça n'a pas été possible aujourd'hui. On te fait des bisous, Charline. Charline nous précise que donc dans la méthodologie du poker planning, on commence d'abord par un découpage en user stories, donc par ce découpage macro, pour ensuite affiner et arriver sur un découpage technique sur lequel on va pouvoir ajouter le temps. Est-ce qu'à la réelle, on peut me remonter un petit peu le chat, ouais. Parce que Charles avait posé une bonne question. Je crois que non, on ne peut pas, manifestement. Un tout petit peu plus à droite. Tu n'es pas sur les commentaires? Non. C'est ça, elle est là. Pourquoi on ne part pas directement sur un découpage en temps? Alors, du coup, pour les user stories, c'est super dur d'estimer le temps. Parce que du coup, comme on a dit, c'est des tâches qui sont macro, donc qui vont être plus larges. Donc par exemple, estimer le temps qu'il faut de développement pour ajouter un article à notre blog, c'est assez compliqué à estimer parce que ça va sûrement se passer sur plusieurs jours. Du coup, la marge d'erreur va être d'autant plus importante. Enfin, la marge d'erreur va être la même, mais en fait, au final, la différence de temps va être d'autant plus importante. Donc, on ne sera pas précis et on risque en fait totalement d'être en fait assez éparpillé. C'est trop gros et donc il y a trop de risques de se fausser. C'est ça. Par exemple, si je te demande demain combien de temps tu penses qu'il te faut pour aller jusqu'à chez toi en courant, tu peux peut-être me donner une estimation. Par contre, si je te dis combien de temps il faut pour faire Rennes-Brest en courant, sans aller regarder sur internet, c'est super compliqué à estimer. C'est ça. Ou alors on serait un peu à côté de la plaque. Donc c'est un peu le même principe. Plus la tâche est grande, plus c'est compliqué de l'estimer. Donc dans le cas des user stories, on ne trouve pas ça en tout cas utile, pratique d'estimer le temps de ces user stories. Donc on préfère estimer la complexité de celle-ci. Ok. Pour reprendre ton image, du coup, c'est
d'abord estimer que c'est très difficile d'aller à Brest en courant. Je peux estimer ma capacité à courir sur un certain nombre de kilomètres, mais je me fausserais quand même. C'est relativement certain que je me fausse dans l'estimation de temps que j'y mets. Pour extrapoler un petit peu sur cette idée, le découpage technique, c'est d'abord combien de temps je mets pour aller au bout de la rue, puis jusqu'à la frontière de ma ville, puis continuer, et ça me permettra d'avoir un temps un peu plus proche de la réalité. C'est ça, tout à fait. Ok. Bien joué Corentin, nous dit Chipet. On a la validation de la maîtresse du poker planning. Ok, tout ça c'est ce sont des méthodes agiles, un peu plus particulièrement une méthode de Scrum. Pour redonner un peu le contexte, les méthodes agiles correspondent à plein de méthodes différentes qui s'adaptent un peu plus particulièrement à l'univers du web. Le poker planning dont on parle beaucoup, on va le détailler un petit peu plus. Lui, il fait partie du framework Scrum, qui est une partie des méthodologies agiles. Et il est issu de l'extreme programming, qui est donc un autre framework agile. Je fais un petit big up encore une fois à Charline, qui nous donne des infos tout à fait précises. Lewis, tu nous as expliqué tout à l'heure quels étaient les points sur lesquels on allait se baser pour donner de la complexité aux différentes user stories. C'est ça. Ça, c'est l'une des informations dont on va avoir besoin pour mettre en place un poker planning. Mais au final, comment ça se met en place un poker planning ? Du coup, c'est donc les intervenants sur le projet qui se réunissent et qui vont du coup devoir noter une tâche ou une user story en se basant du coup sur les 5 critères que j'ai cités avant. Pour du coup noter la complexité de cette user story, il y a différentes échelles. Excusez-moi. Nous, au sein d'ISWeDev, on a décidé d'utiliser du coup la suite de Fibonacci, si je me souviens bien que c'est le bon nom. C'est le Fibonacci. Voilà. Et afin de noter du coup la complexité. Et lors d'une session du coup de poker planning, il se peut que les intervenants soient en désaccord. Et dans le cas où il y a des désaccords, les deux extrêmes principalement vont devoir expliquer pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à cette conclusion, à ces notes-ci, et sans pour autant plutôt rentrer dans des détails techniques, en restant toujours sur le fonctionnel. Et donc oui, sans rentrer aussi dans le débat pour éviter tout débordement. Faut que ce soit quand même assez rapide, parce que c'est quand même du temps pris du coup sur du temps de développement. On reste dans cette idée de faire du macro pour affiner au final, et je reprends le mot de Glenn, avancer par baby step, commencer par des estimations grossières pour affiner avec le temps. Oui, et puis ça permet aussi de repasser du coup sur la user story ou les tâches en question afin de savoir si on a bien toutes les informations nécessaires, de prendre du recul par rapport à tout cela. Ok. Et j'en profite, je vois une question de Mathieu qui nous demande poker planning à distance, comment on fait des outils gratuits payants. Je sais plus quel outil on utilise chez nous. Alors je pense que je pourrais le publier. Alors à savoir que l'outil qu'on utilise nous est gratuit, donc il y a une version payante également. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on a droit à 10 estimations et du coup on doit relancer une session après. Donc juste on relance une session, on se partage le lien. Je sais qu'il y a une version payante où du coup il y a plein de choses en plus. Je sais pas si on a le lien quelque si part. Twitch est d'accord avec moi, je vais poster le lien dans un instant. Ou si quelqu'un peut mettre le lien sur le chat. On a aussi une question de Charles qui demande combien de temps dure un poker planning. Du coup, ce qui est important dans un poker planning, c'est déjà de fixer une limite parce que en fait, on tombe rapidement dans, ce dont on parlait tout à l'heure, Lewis. Faut pas tomber dans le débat parce que sinon, ça peut vite durer très longtemps. Donc, faut se mettre une durée max. Donc, ça dépend en fait des projets, de la taille des sprints, ça dépend de pas mal de choses. Nous, souvent, on partait pour 1 heure max, voire des fois, on réduisait un petit peu. On partait sur 1 heure grand max et ça permet en fait de timer et d'accélérer un peu les choses. Mais du coup c'était 1 heure pour une session ou 1 heure pour un poker planning, c'est-à-dire, parce que du coup il y a une session de plusieurs estimations en poker planning. Ouais, alors nous c'était 1 heure pour une session. Voilà. En moyenne. Ah ouais. Et donc le déroulement, est-ce que Lewis tu peux nous détailler un petit peu comment on met ça en place ?
si on a un outil en ligne, comment est-ce on lance les hostilités, si j'ose dire, sur les estimations? Ou Corentin, peut-être, toi qui as un petit peu plus l'habitude. Du coup, en fait, c'est simple. Déjà, la veille, on se tient au courant que demain, c'est le poker planning. Souvent, c'est quand le sprint est terminé, en fait, le premier jour du prochain sprint, on fait le poker planning. Donc déjà, on tient un peu au courant tout le monde et demain, il y a poker planning. Donc on se définit un horaire, un créneau. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'on se dit la durée max que ça va durer. On s'envoie juste un lien, enfin nous en tout cas avec l'outil Community, on s'envoie juste un lien, on rejoint en fait le poker planning et du coup en fait au fur et à mesure après donc il y a l'animateur en fait va partager son écran et nous dire par exemple sur quelle carte on est, combien de points vous estimez et du coup à ce moment-là on donne les notes. Il faut savoir aussi que en tout cas chez nous on fait comme ça, c'est que les développeurs qui donnent les notes. On est parti du principe en fait que pour estimer la complexité technique qu'il faut, c'était du coup aux techniciens en fait de répondre à cette question. Donc voilà, je pense ça répond à une phrase toute simple, c'est qu'il faut laisser la gestion de l'expertise aux experts et les experts de la complexité technique autour d'un projet sont forcément les développeurs, donc c'est légitime. Maxence nous demande est-ce que toute l'équipe Charles nous demande est-ce que toute l'équipe participe à un poker planning, et Maxence nous demandait combien de participants pour un poker planning. Est-ce que c'est donc toute l'équipe projet qui est embarquée là-dedans? Je pense que ça peut être intéressant d'avoir toute l'équipe projet. Après, ça dépend évidemment de la taille de l'équipe. Si on est peut-être sur une douzaine de personnes, ce sera peut-être pas nécessaire, parce que tout le monde n'aura pas une expertise forcément conséquente à rajouter à chaque fois dans les éventuels débats qu'il y aurait. Par contre, si on tourne autour de 4, c'est vraiment pas mal, parce que du coup, à 4, on commence déjà à avoir une bonne diversité de compétences différentes. Et donc ça permet de tout mettre en commun pour pouvoir échanger éventuellement, mais aussi du coup pouvoir décerner des notes qui plus justes. Sur lequel on peut arriver à un compromis plus c'est facilement. ça, arriver à un compromis à 12, c'est compliqué. Ouais, à 4, oui. L'idée, c'est d'avoir une équipe assez large pour qu'on puisse avoir des avis un peu différents et que la voix de chacun, entre guillemets, puisse se faire entendre. Mais pas trop large pour éviter d'étendre le temps. On avait tout à l'heure Mathieu qui nous demandait comment être sûr qu'une heure suffira. J'imagine que c'est l'un des outils, l'une des clés entre guillemets de l'efficacité du poker planning, c'est pouvoir c'est pouvoir avoir une équipe assez restreinte pour pouvoir gagner du temps, mais assez large quand même pour pouvoir avoir la voix de chacun. Et du coup, aussi pour rebondir rapidement sur ce que disait Mathieu, actuellement nous on débute encore dans le poker planning, donc on fait en moyenne 1 heure en fait, en durée max. Mais c'est aussi quelque chose qui, avec le temps, avec l'expertise, va soit diminuer, soit augmenter. Mais c'est quelque chose en fait qui, pour moi, c'est qu'avec l'expérience en fait qu'on va pouvoir savoir de plus en plus précisément combien de temps il nous faut pour faire un poker planning d'un sprint. Donc nous on débute encore, donc on est parti sur ce système-là. Je pense que suivant les entreprises, ça doit être totalement différent, mais du coup voilà, je pense que c'est avec l'expérience en fait simplement qu'on commence à être plus précis dans nos estimations de temps qu'il faut pour le poker planning. Ok. Du coup, les estimations de temps, justement, on y vient. Le poker planning, son but, c'est d'abord d'estimer les cartes en complexité. On parlait tout à l'heure d'un découpage technique qui arrive en temps. En tant que chef de projet, j'ai la bonne place pour vous dire qu'un client, il attend une estimation de temps, il attend un calendrier autour de son projet. Comment est-ce qu'on vient traduire le poker planning et ces estimations de complexité dans un calendrier? Comment est-ce qu'on transforme ça? Comment est-ce qu'on teste la vélocité de l'équipe au final? Ok, alors du coup, tu viens de me lancer 2 mots-clés, un peu, c'est génial. En gros, à chaque sprint, on livre des user stories. Les tâches techniques ultra détaillées, on les livre pas réellement. C'est-à-dire que c'est pas ça que le client va évaluer. Ce que le client va évaluer, ça va être les user stories. Donc ça va être, est-ce que je peux bel et bien ajouter un article à mon blog? Et il va pas forcément tester, est-ce que j'ai bien un formulaire à cet endroit-là? C'est quelque chose qui forcément va être testé, mais plus naturellement.
Du coup, en fait, ce qu'on livre, c'est des user stories, donc c'est de la valeur en fait qu'on apporte. Et en fait, à chaque fois qu'on va livrer ces user stories, donc à chaque sprint, donc nous on est parti sur des sprints de 1 semaine en moyenne sur les projets. Donc en fait, à chaque semaine, on va pouvoir compter en fait le nombre de points, enfin donc les user stories qui ont été terminés, donc le nombre de points qui ont été faits sur ce sprint. Si admettons au sprint précédent on a livré 5 user stories et qu'on arrive à une moyenne du coup de 20 points, je prends une moyenne, on va noter en fait la vélocité qu'on a eue sur ce point là, et en fait au fur et à mesure des sprints on va pouvoir se faire une moyenne en fait du nombre de points qu'on livre en moyenne par semaine. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi cette vélocité, il lui faut un peu de temps avant qu'elle commence à être un petit peu précise. Parce que forcément, en fait, sur les premiers sprints, en fait, moins on a de données, moins la moyenne est précise. Okay. Du coup, forcément, surtout sur les premiers sprints, où on va surtout notamment avancer sur du technique, sur de la structure, donc pas forcément sur du fonctionnel. Du coup, il lui faut un peu de temps, une petite phase de test en fait. C'est le second mot-clé que tu avais dit. une petite phase de test en fait pour commencer à se rendre compte en fait, du nombre de points qu'on peut faire en moyenne par semaine. Et du coup, à partir de ça, on va pouvoir aussi calculer du coup sur le nombre de points total, combien de temps il faut à peu près, ça reste une estimation, attention, combien de sprints il nous faut pour abattre tous nos points. Si admettons sur le total de user story, on a 80 points et qu'on a une vélocité de 20 points, on sait qu'il nous faut à peu près 4 semaines. Ou 4 itérations en tout cas pour atteindre l'objectif des 80 points. C'est une moyenne, c'est une estimation, donc attention, c'est pas non plus une promesse. Oui, effectivement, je rebondis là-dessus parce que là encore une fois ça touche un petit peu à mon rôle dans les projets, et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'estimation. Jusque-là on a utilisé énormément ce mot. Les estimations, c'est l'un des outils qui va nous permettre d'avancer dans le projet, c'est l'une des clés qui va nous permettre d'informer notre client. Mais les estimations, on porte bien leur nom, ce sont des estimations, il faut confronter ces estimations à la réalité, au vécu du projet, aux embûches qu'on pourrait avoir. Je valide complètement la chose. Donc pour résumer cette phase de test de la vélocité, c'est mes deux mots-clés ? Oui, c'est ça. Cette phase de test de la vélocité, c'est d'abord mettre en place, une fois qu'on a fait cette estimation en point de complexité, mettre en place un premier sprint qui va être un étalon, on va dire, du reste du projet et qui va nous permettre de nous rapprocher de la réalité. C'est ça. Une fois qu'on a fait ce premier sprint, on sait combien on a abattu de cartes et on a notre moyenne de points abattus, on va dire, à chaque sprint, et ça nous permet d'adapter un petit peu les user stories qu'on va emporter. C'est ça. Et puis si du coup il y a le fait que derrière on fait le découpage technique, donc vraiment on a une sorte une fois qu'on a fait déjà peut-être 2-3 sprints, on commence à percevoir peut-être une vélocité. Et d'ailleurs, en fait, aussi, on va pouvoir découper techniquement pour pouvoir estimer en temps chaque tâche. Et du coup, c'est là qu'on va pouvoir aussi peut-être pouvoir confirmer ou non notre vélocité. Par exemple, cette fois-ci, on a mis 20 points de vélocité pour le prochain sprint. Mais sauf qu'on a estimé 2 semaines, alors que le sprint, c'est 1 semaine. C'est-à-dire que là, il y a un souci, du coup, et que du coup, on va pouvoir réévaluer à nouveau cette vélocité pour le prochain sprint. C'est le découpage technique vient confirmer ou non du coup un peu cet outil. C'est un outil supplémentaire pour se rapprocher de la réalité et pour peut-être s'inscrire un peu mieux dans un calendrier, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Glenn, justement, on va te laisser la parole. Est-ce que autour de ce poker planning, Lewis nous a récapitulé un petit peu comment se passait le rituel du poker planning. Corentin nous a détaillé un peu plus le début du poker planning. Nous, chez YesWeDev, on est en pleine période de test aussi là-dessus. On tâtonne un petit peu sur ce poker planning. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous donner comme pros et comme pros, comme cons sur le poker planning ? Quels sont les bons et les mauvais côtés d'après toi et peut-être d'après l'équipe ? Ouais, carrément. On me dit que je disparais de l'écran. Rapproche-nous. En gros, on va peut-être commencer par les avantages. Donc on va commencer bien. Il y a une notion de... Lorsqu'on fait le poker planning, du coup, on fait un peu le récap des user stories qu'on a déjà fait, on passe dessus. Donc on se met dans la peau de l'utilisateur. Ça permet de mettre en évidence d'éventuelles incohérences dans le parcours qui a été mis en place et aussi dans les maquettes éventuellement. Donc ça va permettre de pouvoir soulever tout de suite et anticiper les problèmes que l'on pourrait retrouver plus tard sinon en plein développement.
Donc on va pouvoir remonter ces problèmes-là au client ou à l'agence selon avec qui on travaille. On va pouvoir éventuellement même proposer notre opinion selon notre expertise, etc. Donc c'est vraiment une notion d'anticipation qui est très bénéfique au projet. Il faut toujours avoir ce petit côté empathie, du coup, l'empathie par rapport à l'utilisateur qui va utiliser l'application, par exemple. Parce que des fois, on passe devant un problème, on se dit, bon, c'est pas très grave, c'est juste un petit souci à cet endroit-là, on fera avec. Sauf que derrière, ça peut se traduire pour un énorme souci pour l'utilisateur et bloquer l'application pour autre chose derrière. Ce biais de perception de voir l'aspect technique et du coup de ne pas voir un gros problème alors que l'utilisateur n'a pas cette vision technique et lui ça pourrait se traduire par quelque chose de plus bloquant. Donc, du coup de revoir cette user story, on se met dans la peau de l'utilisateur et on éclaircit les zones d'ombre. C'est ça. Et puis vu qu'on travaille en équipe, on fait un poker planning en équipe, donc il y a vraiment une review de chaque user story à plusieurs. Donc du coup c'est à ce moment là aussi que des fois sans entrer dans les détails comme je disais tout à l'heure pour pas dépasser le temps, on va pouvoir discuter entre nous pour éventuellement débloquer ce que l'on penserait des fois être des points de blocage, ou à titre individuel par exemple moi je peux ne pas trouver de solution pour ça alors que mon collègue va la trouver, donc ça va déjà pouvoir ajuster mon point de complexité selon ça. Si je connais pas, je vais peut-être mettre 8 en point. Et mon collègue va me dire ah non, il y a ça qui est super facile à utiliser, ça va prendre 2 secondes. Je vais peut-être baisser du coup mes points de complexité, quoi. C'est un premier échange au final technique, même si on rentre pas dans le détail, c'est un premier échange autour de la technique sur la user stories qu'on est en train d'évaluer, qui permet de se mettre un peu sur la même longueur d'onde, quoi. Ouais, c'est ça, un échange très, très macro comme on disait tout à l'heure, mais ça éclaircit toujours les petites zones d'ombre, c'est toujours pareil. C'est une des clés que j'entends depuis tout à l'heure, c'est la jauge entre guillemets entre le temps investi sur ces différentes méthodes, sur ces ateliers si on peut les appeler comme ça, et le fait d'investir trop de temps et du coup d'en retirer un petit peu de la prod, quoi. Éviter la réunionite. Au début on a mis du temps sur les poker planning, des fois on prenait vraiment beaucoup de temps, mais on s'améliore de plus en plus. C'est un apprentissage après à prendre, quoi. On débute encore sur les poker planning, donc on a plein de choses à apprendre là-dessus. D'autres points positifs à ressortir du poker planning ? Ouais, après, ça va être la redite, hein. Peut-être on va parler du coup de la vélocité qui va du coup être de mieux en mieux définie, donc du coup on va pouvoir avoir une relation avec le client de plus en plus claire, on va pouvoir mettre en évidence tout de suite les éventuels problèmes qu'il y aura pendant ce sprint-là. Toujours pareil, ça va être de la communication. Ça permet d'après toi de mettre en lumière plus tôt les problèmes, de les mettre mieux en lumière, de les préciser un peu. C'est ça. Les deux, ces deux avantages-là. Ouais. Ok. Carrément. Parce qu'après du coup on va communiquer avec le client. Ouais. Donc c'est là qu'on va proposer des choses, il va nous dire des choses. Enfin, c'est là qu'il y a les échanges qui vont se créer et ça reste après dans l'idée de co-construire le projet. Tu vois, on n'est pas on dit on fait ça quoi. Et ça va prendre tant de temps. Non, il y a un petit souci, ça. Est-ce qu'on va pouvoir faire autre chose ? Ça fait partie de ça aussi, quoi. Ok. Des points négatifs qu'on en a ressortis ? Ou peut-être d'autres points positifs pour vous, messieurs ? Du coup, ça rejoint un peu ce que disait Glenn. Je trouve que le gros avantage du poker planning, c'est l'échange d'informations. En fait, on sort un peu de notre bulle de dev, on sort un peu des lignes de code et tout ça, et on voit le projet un peu plus globalement. Du coup, il y a beaucoup d'infos qui transitent, que ce soit avec quelques petits mots-clés en fait. C'est assez naturellement que ça se fait, que ce soit du coup sur les tâches sur lesquelles par exemple vont travailler Glenn. Je vais quand même savoir au travers du poker planning ce sur quoi plus ou moins il va travailler, plus ou moins peut-être les technologies qu'il va pouvoir utiliser s'il y a des conflits, notamment lors de l'échange des notes. Et du coup, ces toutes petites infos mis bout à bout, ça fait une vision plus globale du projet, et ça fait que si, admettons, demain, on a livré le projet et qu'on doit, admettons, repasser dessus pour faire de la maintenance ou des choses comme ça, si je dois repasser sur une partie de Glenn, j'aurai ces petits échanges-là que j'aurai un peu dans un coin de la tête, et du coup, ça permet de débloquer plus facilement les situations. Pour moi, c'est vraiment l'échange de connaissances autour du projet que je trouve qui a un vrai impact, en tout cas le poker planning, je trouve un vrai impact là-dessus.
en étant pour autant très ludique, quoi. Je joue Ok. au poker, donc c'est toujours cool. De ce que je ressens, pas seulement de connaissances, mais aussi de vision un peu plus Ouais, globale sur le développement. C'est pas forcément que des connaissances techniques, mais ça peut être aussi assez global, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ok. Lewis, des points... Bah, le principal que je vois, c'est vraiment la définition fonctionnelle du coup, d'une user story. Et nous, développeurs, on voit assez facilement ce que ça induit quand celle-ci est bien définie. Et ça permet, du coup, pour, par exemple, un chef de projet ou un client, de lui comprendre aussi facilement ce qui va être fait, plutôt que de lui décrire techniquement ce qu'on va faire. On va pouvoir simplement lui décrire du coup lui dire plutôt cette user story, l'aspect fonctionnel qui est en jeu, qui va être produit. Je trouve ça plus simple, plus clair, et dans un premier temps pour nous aussi plus clair, parce que nous on comprend ce qui est induit derrière cette user story. Ok. Des points... Glenn, tu voulais redire quelque chose? Je disais que ça pouvait être cool aussi parce que on peut jouer avec des vraies cartes quand on joue en vrai. Ça on l'a pas encore fait, mais C'est sympa. C'est vrai que j'ai partagé tout à l'heure le lien vers un outil en ligne avec les cartes faisant partie de la suite de Fibonacci, mais effectivement il y a possibilité de faire ça. On a Charline qui nous a promis la prochaine fois de ramener son jeu de cartes spécial Poker Planning on attend. pour essayer ça. Est-ce qu'on ressort des points négatifs, ou en tout cas ressentis comme négatifs par YesWeDev de cette mise en place du Poker Planning? Moi, je vois un point négatif, c'est que du coup, quand on note des user stories, on met de côté cette notion de temps, parce que c'est quelque chose qu'on peut évidemment pas estimer sur une user story. Sauf que au final, quand on va devoir livrer le projet, il faut bel et bien annoncer une date en fait à notre client. Et du coup, le fait de sortir cette notion de temps, ça peut être un des défauts, pièges du poker planning, c'est de ne plus avoir en fait ce à quoi se fie en fait le client, quoi. Ok. D'ailleurs, je pense que parce que là, du coup, par exemple dans notre projet à nous avec Corentin et d'autres membres de l'équipe, on vient de commencer sur ce sprint-là le découpage technique après le découpage en user story. Ok. Et je pense que du coup, ce sera vraiment une notion très intéressante pour pouvoir justement essayer de zapper cette notion de temps. Parce que d'ailleurs, on va pouvoir confirmer ou non si nos points sont cohérents ou pas. Grâce justement au découpage technique et à la notion de temps qu'on y apporte. Donc, toujours cette notion clé de baby steps, encore un big up à Charles. Ouais. De baby step, d'avancer d'abord à faire une estimation large, brute, à retailler si j'ose dire, C'est ça. de continuer après avec le découpage technique et avec un découpage une estimation en temps un peu plus précise, tout ça nous permettant d'avancer petit à petit vers la réalité du calendrier autour du projet, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça nous permet de mettre en cohérence les points abattus, les choses comme ça. Ok, d'autres points particulièrement négatifs? Je viens de voir Ressenti comme tel. un commentaire de Charline qui nous dit donc la phase d'appropriation de l'outil et l'étalonnage des équipes. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la phase en fait de test de la vélocité. Savoir que sur le premier sprint, on est cool. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu constater sur les deux sprints 1 que je dis des bêtises parce qu'on avait fait le poker planning sur le sprint 2. Bref, sur le sprint 1 en tout cas du dernier projet, on avait du coup envoyé beaucoup moins de points que sur le sprint 2. Pourquoi? Parce que tout simplement on est en train de mettre en place la structure du projet. Donc il y a moins de fonctionnalités qui part, mais toute la structure se met en place. Donc ça fait partie aussi des points négatifs, je trouve. Donc, comme nous dit Charles. C'est un double tranchant peut-être de cette phase de démarrage. C'est une phase de test pour la vélocité autour des points abattus, des points de complexité abattus pendant le sprint, mais c'est aussi une phase de démarrage. Et comme tout démarrage de projet, de manière très générale, je pense pas que ça touche que les projets web, mais il faut une phase d'adaptation et il faut commencer à prendre sa vitesse de croisière. Oui, c'est ça, tout à fait. En remontant un petit peu dans le chat, on a Mathieu qui nous demande comment on gère l'évaluation de la complexité d'une user story lorsque celle-ci est diluée entre plusieurs user stories. Comment on évalue la complexité quand elle se dilue en plusieurs user stories. Donc, comment est-ce qu'un point que vous envisagez comme complexe qui va s'appuyer sur plusieurs user stories
Est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce qu'il faut redécouper? Est-ce qu'il faut globaliser, avoir une user story plus générique que du coup on va peut-être augmenter en complexité? Comment est-ce que vous pouvez gérer ça? Si j'ai bien compris, c'est une user story qui va dépendre des autres user stories? Qui va dépendre d'autres user stories. Okay. Est-ce que Mathieu, peut-être tu peux nous préciser ta question pour qu'on y réponde au mieux? Il nous demande l'évaluation de la complexité lorsqu'elle se dilue entre plusieurs user stories. Donc, je pense que c'est effectivement ça, des choses qui vont se mélanger. Du coup, la dépendance entre les plusieurs user stories, ça fait partie en fait des points à prendre en compte quand on va noter notre user story. Si on a une user story qui va dépendre de plein d'autres user stories, forcément en fait la note qu'on va lui attribuer va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'admettons ces autres user stories soient réalisées avant, ou que peut-être elle est trop importante. Donc soit il faut la redécouper, soit en fait en l'estimant on va monter un peu entre guillemets naturellement le chiffre, et du coup si le chiffre est trop haut, ça veut dire qu'il faut la redécouper ou qu'il faut éclaircir d'abord d'autres user stories ou d'autres points. Et en général, on peut toujours redécouper quand même. Des fois, on se normalement, dit, c'est dur, mais des fois, on peut trouver toujours des petits points à redécouper pour justement éclaircir ce côté d'interdépendance. Charline réagissait d'ailleurs au message de Mathieu en nous expliquant que si une user story était bien rédigée, elle devrait être indépendante des autres au maximum. Ouais. Ce sur quoi Mathieu a aussi réagi en disant que fonctionnellement les choses pouvaient être séparées mais techniquement liées. C'est ça qui crée aussi la complexité de l'estimation autour de tout ça. Ok. On a parlé du poker planning, on a parlé de toutes ces estimations, on a répondu à quelques questions de nos spectateurs. Quels sont, en tout cas dans cette première phase de test, quels sont d'après vous les pièges qu'il y a à éviter dans la mise en place de ce poker planning? Alors, on a parlé dans les points négatifs du fait du temps qu'il fallait faire attention, de cette jauge. J'imagine que ça fait partie des pièges. Est-ce que, je vais vous laisser réagir à celle-ci, mais est-ce que vous en voyez d'autres aussi pièges qu'on peut éviter dans la mise en place de ce poker planning? Moi j'en vois un autre aussi. En fait pour moi un gros piège en fait, c'est de se fier uniquement aux user stories qui sont envoyées par exemple à chaque sprint. On a eu le cas en fait sur un projet où on a envoyé peu de user stories sur ce sprint là, et en fait c'était lié un peu à ce que nous dit Mathieu. On avait trois parties donc, qui elles-mêmes déclinaient plusieurs user stories en fait, qui étaient liées en fait, qui avaient en tout cas quelques fonctionnalités qui étaient transversales. Et du coup, on a avancé sur ces fonctionnalités transversales, mais quand on n'a pas eu le temps de toutes les faire, et ben aucune de toutes ces cartes-là n'a pu être totalement validée, donc en fait n'a pu être envoyée. Du coup, on avait abattu très peu de points par rapport aux autres sprints, et du coup, on avait l'impression de ne pas avoir avancé, alors qu'au final, techniquement parlant, on avait quand même bien avancé, parce que du coup, toutes ces user stories après se sont passées du coup très très vite, quoi. En fait, c'est le fait de se fier uniquement aux user stories, parfois on aura l'impression d'avancer moins vite ou de pas avancer, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. C'est juste qu'on a peut-être quelque chose qui est plus transversal et qui du coup va avancer, va avancer d'un coup. Je sais pas trop comment dire. Ça donne le ressenti est qu'il n'y a pas eu beaucoup de production, alors qu'en réalité il y a eu de la production, mais qui n'a pas été validé par la clôture de user story. C'est ça. Du coup, dans ce cas-là, ce sprint-là, on avait apporté moins de valeur à l'application, mais ça restait quand même du coup de la technique. Donc c'était des petites fonctionnalités techniques qui vont pouvoir après faire en sorte que cette valeur-là arrive. Ok. Claire réagit sur la chose en nous demandant si, dans le cas que tu viens de nous expliquer, si on n'aurait pas pu découper des user stories plus petites et du coup pouvoir livrer de la valeur, un peu moins de valeur mais plus régulièrement ou un peu plus découpée. Alors du coup, on en avait rediscuté du coup avec le chef de projet du coup et l'équipe, et en fait du coup ce qui manquait principalement c'était la priorisation sur ce projet-là. On n'avait pas assez priorisé nos user stories, du coup on a avancé un peu partout sans réellement rien terminer. Du coup ce qu'il aurait fallu déjà faire, c'est qu'on priorise mieux nos cartes et qu'on se donne un objectif. Donc là c'est ce qu'on a fait par exemple sur ce sprint là où on est actuellement en cours avec Glenn. On s'est donné un objectif et du coup on associe les user stories du sprint à cet objectif.
On peut aussi prendre des user stories qui seront en plus de cet objectif, mais du coup ça permet de garder cet objectif là en tête et d'avancer que sur ces cartes entre guillemets importantes, prioritaires pour la livraison. Dans le cas du sprint en fait, précédent qui avait posé, où il y avait eu moins de points abattus, on avait aussi avancé sur des parties front qui étaient peut-être un peu moins essentielles pour la livraison du sprint. Et du coup, le fait de garder cet objectif là en tête, et en plus Glenn n'était pas parmi nous pour ce sprint là, donc on était moins nombreux aussi. Du coup, en fait, le fait d'avoir cet objectif là en tête, l'avantage c'est que si admettons demain Glenn part sur notre projet ou quelqu'un de l'équipe part sur notre projet, et ben on va se dire ok, on va concentrer l'effort sur ces user stories là qui doivent être terminées, plutôt que de rester un peu plus éparpillé sur la globalité. Donc mettre en place des objectifs et possiblement changer la manière de découper les user stories et de les reprioriser. C'est ça, ouais. Mathieu et Charline se transforment en Jean-Michel Transition pour nous inviter à parler de la DOD. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. La DOD, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Déjà, DOD, qu'est-ce que veut dire cet acronyme ? Definition of Done. Definition of Done. Définir quand est-ce que les choses sont terminées. Ok. Et dans le cadre du poker planning, quelle est son utilité à la DOD, à cette définition de la fin ? Quelle est son utilité ? Comment on va l'utiliser et comment on la décide ? Alors, moi j'ai fait trop peu de poker planning. Okay. Excusez-moi, pas de problème. Vraiment... Ouais, alors comment on la définit ? Je pense qu'on va pas aller trop dans les détails parce que je crois qu'il y a un coucou dessus. À terme. Sur la DOD précisément ? Je crois qu'on en aura un qui va arriver après. Il semble à la réal également. On peut teaser un peu quand même. On peut teaser la chose. En gros, du coup, on va définir tous les points qui seront à valider pour que, par exemple, une tâche, donc plutôt l'user story ici, dans le cas du poker planning, donc toutes les actions et l'ensemble d'éléments à valider pour que cette user story soit finie et que du coup elle soit prête à être envoyée au client. Donc plutôt en recettage du coup, donc en vérification par le client, voir si tout va bien, etc. Donc ça va être plutôt différents points qu'on va définir, donc c'est totalement arbitraire mais ça dépend du coup des équipes, du projet, de l'entreprise. Pour donner un exemple, pour notre projet, on a quelques points qui vont être comme on a fait des tests. Donc, déjà, on a réalisé toute notre tâche technique. D'accord. Donc tout ce qui est tout le découpage technique lié à la user story a été abattu. Tout ça a été abattu. Ensuite, toutes les fonctionnalités ont été testées. Donc via du test unitaire par exemple ou d'autres tests features, etc. Il y a aussi, par exemple, est-ce que dans le cas, on marche par merge request. Donc, du coup, quand on fait une user story, donc du coup, on va proposer notre code du coup pour le mettre en ligne. Donc, on va demander du coup à un développeur ou deux de regarder ce qu'on a écrit comme code pour pouvoir mettre en commun du coup toujours cette notion de mise en commun, de mettre en commun le code et de nos connaissances sur qui c'est qui a fait quoi. Donc le fait aussi que du coup il y ait d'autres développeurs qui sont dessus, du coup forcément on a un regard extérieur, donc on va pouvoir résoudre des problèmes éventuellement. Donc ça c'est des points. On a aussi le point par exemple, est-ce que c'est mis en ligne sur le serveur de test ? Donc du coup est-ce que ça peut être reseté par notre chef de projet ? Reseté, ça veut dire ? La vérification du coup de notre travail. Ça marche ? Est-ce que notre travail est valide par rapport du coup à notre user story ? Et puis après du coup ça plein d'éléments comme ça. Donc, est-ce qu'on doit faire la doc ? Une checklist au final, des choses, des items à remplir avant de pouvoir se dire ok, on a fini notre travail sur cette user story. Et est-ce qu'on a fini les courses ? On vérifie si toute notre checklist a été faite. C'est ça. En fait, l'avantage, c'est surtout que tout le monde ait la même définition de ce que c'est une tâche terminée. Parce que du coup, avant qu'on utilise cette DOD, chaque personne a un peu son interprétation. Pour certains, ça va être par exemple ma fonctionnalité est en dev. Pour d'autres, ça va être ma fonctionnalité est en staging, elle a été resetée, elle a été validée. Et du coup, en écrivant cette DOD, c'est juste mettre en commun
le fait que quand quelqu'un dise j'ai terminé ma tâche, ça veut dire qu'il a fait ça et ça. Et en fait, ça évite le cas où j'ai fini ma tâche et en fait, elle n'est pas réellement terminée à 100%. En tout cas pour le commun de l'équipe. Donc c'est surtout mettre en commun, qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est que terminer, quoi. On se base pas sur un ressenti, mais on se base sur un référentiel commun. Je fais un petit coucou à nos amis d'Opquast qui nous ont ancré cette ce mot, qui ont ancré ce mot dans notre travail quotidien. Le référentiel commun, ça permet à tous d'être sur la même longueur d'onde. Et effectivement, dans le cadre de la DOD, notre checklist, elle est commune à tous et ça permet à chacun d'aller dans le sens de la clôture. On a Edward à la réal qui nous dit que Glenn est Jean-Michel Métaphore. Je pense qu'entre Jean-Michel Transition dans le chat et Jean-Michel Métaphore ici, on est bien lotis. Ok, on a parlé de la DOD, qui est donc la définition d'un point de la clôture d'une user story, au singulier. C'est l'un des éléments qui va rentrer dans le cadre du poker planning. On a parlé de la réunion qui nous permet la réunion d'estimation de la complexité du poker planning. On a parlé de clôturer les cartes. On a parlé du test de vélocité au tout début de projet. Pour suivre tout ça entre l'estimation de la complexité et le fait et une fois qu'on a clôturé les cartes, est-ce qu'il y a un outil particulier qui va nous permettre d'estimer cette vélocité? On parlait tout à l'heure de points à tomber. Charline nous mentionne un petit graphique qu'on appelle, j'ai un petit défi personnel à prononcer la chose, la burn down chart. J'ai beaucoup de mal à prononcer ce mot. Donc cette fameuse BC, comment est-ce que ça va se mettre en place? Est-ce que l'un de vous peut l'expliquer? Là, j'avoue. On l'a pas encore fait. Je vois pas. Côté, hein. Vous n'avez pas mis en place ça sur les projets de votre côté? Ou alors en tout cas, peut-être pas avec les devs. Je pense que c'est peut-être avec les chefs de projet, ça a dû être fait. Et ben peut-être, je sais pas du tout. Tu peux nous expliquer. Peut-être parler, ouais, mais... Si tu peux nous expliquer. Avec grand plaisir. Merci Pygmalion pour l'accent. Je suis pas certain que ce soit réel, mais la burn down chart, du coup, c'est un graphique qui va nous permettre de tester la vélocité dans un premier temps et de la suivre dans un second temps. L'idée, c'est de partir sur un graphique qui va nous imager sur un axe le temps et sur un autre le nombre de points de complexité qu'on va abattre dans le sprint. Ok. Une fois qu'on aura défini le nombre de points de complexité qu'on va embarquer dans le sprint et avec le temps que durera notre sprint, on va pouvoir déjà dessiner une droite sur ce graphique, la droite partant du nombre de points total arrivant à 0 sur la distance, le temps entre guillemets qu'on va avoir sur ce sprint. Dans les premiers sprints, on va tous les jours regarder le nombre de user stories qu'on a clôturé. On va compter le nombre de points auxquels ça correspond et tous les jours on va cocher le nombre de points qu'on aura fait tomber. L'idée est que en mettant à jour ce graphique tous les jours, je reprends la phrase de Charline, on va avoir autour de la droite de tendance, celle qui arrive à 0, on va avoir la droite de la réalité des points qu'on descend et donc on va pouvoir voir si le nombre de points qu'on avait embarqué dans le sprint était proche de ce qu'on est capable de faire tomber dans un sprint, si on s'en éloigne beaucoup ou si on est encore plus rapide. L'idée, c'est que le graphique de l'équipe, s'il est en dessous du graphique de tendance, cette droite qu'on dessine au début, on est plus rapide que prévu et donc au sprint suivant, on pourrait envisager d'emporter plus de points encore. C'est ce graphique qu'on appelle la burn down chart. Ça fait 3 fois que je le dis, je m'arrête là maintenant. Donc ça, c'est l'un des outils qu'effectivement, plutôt côté chef de projet, on met en place pour suivre la vélocité de l'équipe sur les premiers sprints pour la tester et sur la longueur pour suivre et pour permettre de nous lancer l'alerte. Glenn, tu disais tout à l'heure que le poker planning et tous les petits rituels qu'il y a en parallèle nous permettent de mettre à jour les alertes plus tôt et mieux. La burn down chart est l'un des outils qui nous permet de mettre ces alertes de complétion, on va dire, des user stories à jour.
On a parlé donc des pièges à éviter. Je ne veux pas vous couper la réflexion. Est-ce qu'on en aurait oublié? Est-ce qu'il y en aurait d'autres que vous voudriez mettre à jour de pièges à éviter? J'aimerais bien mentionner pour ma part, mettre un point de... J'ai pas l'expression, Okay. mais qu'on note bien que pour les premiers sprints, vu qu'on ne connaît pas la vélocité, il faut, de mon point de vue, éviter de surestimer le nombre de points qu'on pourrait abattre, parce que on ignore cette vélocité. Il vaut mieux jouer peut-être la sécurité. Ça peut arriver de surestimer, peut-être par excès de confiance, ou simplement parce qu'on pense qu'on en est capable, sans forcément excéder dans notre confiance. Mais comme l'a mentionné Corentin plus tôt, il est possible aussi d'avoir des sprints où peu de points sont abattus, et pour autant, techniquement, on a avancé. Donc je pense qu'il faut se méfier dans les premiers sprints, quand on ne connaît pas notre vélocité, d'éviter de se dire qu'on va abattre peut-être une vingtaine, une quarantaine de points, alors que peut-être qu'on va en abattre que 10 au début, parce que comme l'a mentionné encore Corentin, au début il y a toute la structure du site qui va être mise en place, donc peu de user stories qui vont être abattus. Enfin, il faut, de mon point de vue, se rappeler ça dans les premiers sprints, quoi. Ok, être assez clairvoyant avec ce qui se passe. On est dans une phase de test, et se rappeler du coup qu'une phase de test, elle est pleine d'incertitudes par définition. C'est ça, parce qu'on va définir forcément des lots qu'on va livrer aux clients, et si lors des estimations des sprints, on promet, mais qu'on indique aux clients que telle et telle chose vont être livrées, et que malheureusement on surestime, ça pourrait être chaud pour les développeurs. J'étendrai un petit peu ce conseil de garder en tête qu'il ne faut pas se surestimer, en disant qu'il ne faut pas non plus se sous-estimer et se dire qu'on ne va faire que 5 points alors qu'on est peut-être capable d'en faire tomber 15. Il faut essayer d'être assez clairvoyant, même si au début c'est très complexe. On l'a dit, c'est l'un des points ressentis, en tout cas comme négatif, c'est qu'il y a une phase d'adaptation, une phase de test. Ouais. Et c'est forcément un petit peu compliqué. Je pense que ça fait partie des pièges qui vont disparaître avec l'expérience, en fait. Plus on va faire de projets avec des poker planning, plus on va savoir que sur le premier sprint on va pas mettre trop de points, et on va être de plus en plus précis, en fait, je pense. Donc ça fait partie, je pense, des pièges qui aujourd'hui sont présents, clairement, mais qui, je pense, au fur et à mesure de l'expérience va disparaître, ou du moins être moins présent. J'ai envie d'apporter un petit étage en plus, entre guillemets, à ce que disait Lewis, à ce piège qu'il peut y avoir de se dire qu'on va faire tomber beaucoup de points. C'est que prévoir un sprint, et on l'a connu dernièrement, Lewis, prévoir un sprint avec beaucoup de points, particulièrement quand c'est le premier sprint ou l'un des premiers sprints, ça peut donner aussi une impression. C'est Kevin qui nous parlait de ça lors de l'un des stand-up meetings autour du projet que j'évoque. Kevin qui est donc à la Réal, merci Kevin. Kevin nous disait qu'il y a un ressenti qui vient facilement se mettre devant les yeux de l'équipe, c'est que le nombre de points qu'on prévoit peut paraître comme une montagne qu'on n'arrivera jamais à gravir. Très simplement parce que, particulièrement sur les premiers sprints, on finit une phase de préparation. Et forcément, à la fin de cette phase de préparation, on n'a que du travail à faire. Même si en soi la préparation c'est un travail effectué, ça fait partie de la vie du projet, et c'est important, même indispensable pour le projet. À la fin de cette phase, on n'a que des tâches à réaliser, et ça peut donner un effet un peu négatif. L'idée, encore une fois on rabâche le mot, mais c'est commencer petit, avancer par baby step, et se dire que les premières tâches qu'on accomplit, même si, comme tu le disais Corentin, c'est pas forcément des user stories qu'on clôture, ça peut être des tâches techniques liées aux user stories, c'est un travail, et il faut bien commencer quelque part, il faut bien prendre le problème par un bout pour avancer sur tout ça. Je parle de ressenti justement, avec ce ressenti de la montagne infranchissable. Entre vous trois, quel a été votre ressenti sur la mise en place du poker planning, sans parler des pièges, des bons et des mauvais côtés qu'on y a trouvé? Comment vous vous êtes senti dans cette mise en place, et peut-être que vous avez eu des retours du reste de l'équipe dont une grande partie nous regarde. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce poker planning? Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce qu'on a envie de continuer? On s'y sent bien, parce qu'en général c'est fait avec
des bonnes personnes, donc en général ça se passe bien déjà. C'est bien mené et puis il y a des bonnes discussions. Par contre après c'est totalement, au début tu commences, c'est l'inconnu quoi, tu sais pas à quoi ça correspond, tu sais à quoi bon. On parle même pas de temps, c'est ça quoi. Mais au final après c'est des apprentissages et c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Et je pense que c'est un truc à tester quoi. Et pour l'instant je pense que le test se déroule bien. On a eu quand même pas mal de choses bénéfiques. Donc il y a toujours le blocage au début, mais bon ça c'est comme n'importe quel apprentissage quoi, je pense. Mais, Qu'est-ce qui t'a... Tu parlais du fait de sortir un petit peu de ce que tu avais l'habitude de faire en mettant en place ça, en mettant en place le poker planning où on est un peu dans l'inconnu. C'est pas vraiment qu'on fait ce qu'on faisait pas avant, c'est plus on le fait différemment. Parce qu'avant, par exemple, on avait sur certains projets, on avait au lieu de faire un découpage en user story, on faisait un découpage par composant, avec du coup lié avec des fonctionnalités côté utilisateur. On faisait un peu un mélange des deux. Donc on retrouve un peu la même idée, c'est juste que c'était peut-être moins formulé, ou alors formulé d'une autre façon. Je pense que le fond reste le même, mais du coup après la forme change totalement, et du coup ça permet d'apporter de nouvelles choses. Notamment du coup les discussions entre groupes, tout ça, etc. Et puis du coup c'est une notion de vélocité, enfin tous les avantages qu'on a cités tout à l'heure. Donc je pense pas qu'on fait quelque chose de nouveau, mais on le fait différemment. C'est sortir un petit peu de ses habitudes pour arriver à la même finalité, parfois en passant par les mêmes étapes, mais pas exactement de la même manière. Ouais. Ok. Lewis, pardon. Non, vas-y. Pour ma part, du coup, sur le projet sur lequel j'interviens, un premier poker planning avait été effectué. Donc j'ai d'abord constaté ses conséquences. Et pour ma part, qui est toujours effectué, du coup, l'estimation de mes tâches en temps, ça fait très bizarre. C'est assez frustrant au début. C'est totalement abstrait. Je voyais mes tâches, mais je n'avais aucune idée en combien de temps j'allais effectuer l'ensemble. Pour replacer un petit peu le contexte, toi du coup t'es arrivé après les votes dans le cadre du poker planning, t'es arrivé au début de la phase de développement à proprement parler. C'est ça, exactement. Du coup, c'est assez frustrant au début comme je disais. Et puis ensuite j'ai pu effectuer un poker planning avec l'équipe. Et ça a éclairci les choses de mon point de vue. J'ai pu voir du coup les aspects positifs du poker planning, mais pour ma part il y a quand même pour l'instant encore une préférence, vu que c'est que le premier poker planning, je pense surtout. J'ai quand même encore tendance à essayer d'estimer en temps les cartes. Je trouve que ça reste plus clair pour l'instant, mais je pense que cette appréciation que j'ai pour l'instant pourrait changer. T'es encore ancré dans tes habitudes sur l'estimation des tâches, et du coup ça t'éloigne un peu des points positifs du poker planning. C'est ça, mais je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai pas pu effectuer le premier poker planning et que je me suis mangé les conséquences de ce poker planning en plein dedans. Ça fait bizarre. Ok. Corentin, du coup pour ma part au tout début j'étais un peu sceptique parce que du coup ce qu'on avait fait c'est qu'on avait fait des user stories mais on n'avait pas fait assez de découpage technique derrière et du coup je croyais que sur le board ça faisait sur le board qu'on utilise pour déplacer les cartes ça faisait un bordel en fait, il y avait plein de trucs partout, il y a des cartes partout, on avait l'impression d'être un peu noyé sous la masse de cartes parce que tu avais des cartes features qui sont entre guillemets, en tout cas au début j'ai l'impression que c'était des doublons des cartes user story. Et du coup là dernièrement sur les derniers sprints en tout cas on commence à avoir une orga déjà beaucoup mieux au niveau des cartes, notamment en fait on est parti du principe que du coup les cartes user story on les bougeait pas, on les passait de to do à recettage directement, et en fait c'était nos cartes techniques qu'on déplaçait je suis en train de la faire, et par contre celles-ci on les envoie pas en recettage, on les envoie directement dans Dawn parce que c'est pas quelque chose qui est réellement intéressant à recetter, notamment pour le chef de projet, mais on part aussi pour le client. Par exemple le client va pas regarder techniquement ce qui se passe, il va juste regarder le fonctionnel. Donc du coup en fait on commence à avoir une orga un peu mieux, et là je commence en fait ça évacue un peu les petits points négatifs que je trouvais au poker planning. C'était juste parce qu'on n'avait pas la bonne orga, c'est pas sûr qu'on ait encore la meilleure orga,
mais il y a plein de choses à apprendre. Mais en tout cas, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois en tout cas, sur le niveau de l'organisation du board suite à ces user stories. Ok. Donc globalement, très positif. Hein. Enfin, je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Les inconvénients, c'était sur l'organisation, et ça, c'est quelque chose après qu'on peut régler, quoi. Il faut juste qu'on trouve les bonnes solutions. Ok. Je vais partager moi aussi mon ressenti avec vous. En tant que chef de projet, c'est un ressenti un petit peu différent, parce que je suis dans mon rôle, je suis un peu plus à animer le poker planning plus qu'à y participer. On en parlait tout à l'heure, c'est plutôt l'équipe, les experts techniques de l'équipe qui vont estimer cette complexité. Moi, mon ressenti pour l'instant, je suis un peu à mi-chemin entre celui de Lewis et celui de Corentin, et je m'inscris parfaitement dans celui de Glenn. J'essaye d'être la Suisse dans cette histoire. J'ai été pas mal déstabilisé par la mise en place du poker planning. J'ai eu du mal à m'inscrire réellement dans ce rituel, parce que comme Lewis, j'avais mes habitudes sur l'estimation des tâches en temps, et du coup un impact direct et réel sur le calendrier du projet, ce qui est un peu plus complexe avec le poker planning. Il faut rendre un peu honneur au poker planning. Le fait est que j'ai eu l'occasion de le tester sur un projet assez conséquent, sur lequel personne dans l'équipe n'avait déjà participé à un poker planning, et c'était un petit peu complexe sur un projet conséquent avec un enjeu calendaire, on va dire, fort, de faire ce test de manière brute comme ça. Donc je partage un petit peu la frustration de Lewis, même si moi je l'ai connu un peu plus en amont, ce poker planning, mais je partage un peu la frustration de Lewis. Je pense que cette frustration, elle vient de ce que tu disais, Corentin, sur le fait qu'il faut une phase d'adaptation, et cette phase d'adaptation, elle n'est pas facile sur tous les projets. Tous les projets ne se prêtent pas, et toutes les équipes ne se prêtent pas à tester quelque chose qui change autant les habitudes. Je finis quand même par me rattacher à l'avis de Glenn, en prenant un petit peu de recul sur le poker planning qu'on a essayé de mettre en place. Je trouve quand même pas mal de points positifs. Ça nous a effectivement permis de donner des alertes aux clients très tôt, et beaucoup plus tôt à mon sens que sur d'autres projets. Je vais reprendre le mot de Mathieu qui m'a beaucoup plu tout à l'heure. Le toboggan des points nous a particulièrement permis de voir qu'on avançait beaucoup moins que ce qu'on avait prévu, en tout cas en début de sprint. Et du coup, on a pu tout de suite être clairvoyant sur les problèmes auxquels on allait faire face. Et ça, c'est un point indéniablement positif du poker planning. Donc voilà, je pense que j'ai ratissé vos 3 avis de mon côté. Voilà le ressenti du coup autour du poker planning. Ça doit continuer à se mettre en place. Ça va passer par une phase de tâtonnement. On l'a dit tout à l'heure, chez YesWeDev, on aime beaucoup aller piocher par-ci par-là des différentes méthodes, les adapter un petit peu à nous, à notre ressenti, à notre vécu et à nos valeurs. Je pense que le poker planning en fait partie. Et voilà, ça implique qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer dans tout ça, et on va s'en sortir correctement autour de ça, et ce sera forcément quelque chose de positif à mon sens en perdurant. J'essaye de trouver dans les commentaires ce qu'on nous dit, mais il y a un débat dans le chat sur les user stories sur des projets WordPress. C'est ça. Prendre du recul sur le projet, réduire les US. Oui, effectivement, Charline nous explique qu'il y a un flou sur le fait de prendre du recul sur le projet et de rédiger des user stories. C'est vrai que nous, on l'a mis en place après un découpage. On a décidé de le mettre en place tard, Lewis, sur le projet sur lequel tu nous as rejoint. Et pour le coup, ça avait été déjà découpé en tâches techniques. Et donc, c'était un peu plus compliqué de profiter à 100% de ce que le poker planning pouvait nous apporter. Le fait est que l'enjeu calendaire qu'il y avait en parallèle n'aurait, à mon avis, pas permis de mettre correctement en place 100% des rituels autour du poker planning. Donc, c'était un petit peu compliqué. Voilà pour notre petit tour d'horizon sur les estimations, le poker planning, ce qu'on en a ressenti, ce qu'on en a fait chez YesWeDev.
On vous laisse dans le chat si vous en avez posé vos questions. On demandera à modérer Mathieu qui vient de sortir un mot interdit. Ce mot, j'ai pas envie de le prononcer. On peut modérer. C'est un peu comme Voldemort. On a la réal qui va te censurer, Mathieu. Et Amy, il est possible que tu sois censuré aussi. Du coup, si vous avez des questions dans le chat pendant que la réal abuse de ses droits de modération dans le chat, si vous avez des questions, c'est maintenant. En attendant que les questions pop, on va dire un gros merci à Charline qui nous a aidé à préparer ce rendez-vous en nous donnant beaucoup d'informations. Qui nous accompagne. On a Mathieu qui a été très actif dans le chat, qui est chef de projet chez nous également, qu'on a vu dans différents lives, qui nous a beaucoup accompagné, Mathieu et moi, sur la mise en place du poker planning, sur le fait que ça fonctionne et que les équipes adhèrent à tout ça. Donc merci beaucoup. Même si on l'a vu partir, on remercie Charles qui nous a laissé sa place, qui d'habitude prend le rôle d'animateur dans les coucous techniques. Qui est en vacances. Et qui a pris un petit peu de vacances. On lui souhaite de passer de très bonnes vacances et on lui fait un gros bisou. Messieurs, je ne vois pas de questions tomber, alors je vais vous dire à vous trois merci. Je voudrais juste remercier ma maman qui a toujours été présente pour moi, s'il vous plaît. Ma sœur aussi qui m'a soutenu depuis le début, qui pensait que j'y arriverais pas, mais tu vois, on l'a fait. Bon big up. Bisous à la famille de Lewis. Donc un gros bisou à la famille de Lewis. Et non, je remercie pas Amy qui essaye de choper de je ne sais quoi, mais moi, tu n'étais pas là. Je vais la remercier pour rien, mais je vais lui dire merci quand même, ça fera peut-être descendre ma dette de chocolat envers elle. Donc merci messieurs d'avoir participé à la discussion, de nous avoir donné votre ressenti. On va dire merci bon... aussi. Pardon ? Merci aussi. Avec grand plaisir, c'était un plaisir d'animer ça avec vous et de préparer ce live. On vous dit merci à tous ceux qui nous ont suivis, on vous souhaite à tous une excellente soirée et on vous dit à bientôt. Bonne soirée. Bye Bisous. bye. Allez.